Bonjour, je suis Paul Bouffartil, directeur de recherche émérite au CNRS, sociologue, et je vais vous présenter brièvement le dernier livre que j'ai rédigé avec mon collègue et ami Jacques Bouteiller à propos des facteurs de la Poste. Le voici. Donc ce livre qui s'intitule « Du facteur au livreur, point d'interrogation » dans les coulisses d'un service public en péril, traite, comme son nom l'indique, des facteurs de la Poste en France. Cette figure populaire et familière centrale des postiers, les facteurs sont encore aujourd'hui 70 000, sur un total d'environ 200 000 postiers. Et donc, depuis une quinzaine d'années, avec mon ami et collègue donc, Jacques Bouteiller, nous avons fait une série d'enquêtes pour comprendre les transformations, les métamorphoses de ce métier, de l'emploi, des conditions de travail, du sens du travail de ces factrices et de ces facteurs, et en ambitionnant au passage de donner un éclairage sur les raisons, les ressorts de ce que tout un chacun, plutôt évidemment dans les anciennes générations de nos citoyens, perçoivent comme une dégradation finalement du service offert par la Poste, et en particulier par la distribution du courrier et des colis, puisque bien souvent on s'aperçoit que le facteur qu'on connaissait n'est pas là. Il est remplacé dans le meilleur des cas par un inconnu. Les gens qui nous livrent des colis ne sont pas toujours des postiers. Les courriers, les colis arrivent avec retard. Il faut souvent aller les retirer au bureau de poste alors qu'on était présent au moment de leur livraison. Bref, il y a toute une série de dysfonctionnements que nous avons cherché à éclairer en allant dans ce qu'on appelle les coulisses. Sur la scène visible, il y a ces fameux travailleurs de la Poste que l'on continue à voir de temps en temps. Et puis dans les coulisses, il se passe un grand nombre de choses depuis en particulier les années 90, où la Poste, comme la plupart des postes dans d'autres pays d'Europe, se sont préparés à un bouleversement dans leur mode de gestion avec l'anticipation d'une libéralisation, sinon d'une privatisation. Alors, privatisation, peut-être pas au sens strict du terme, en ce qui concerne le groupe français de la Poste, mais une privatisation rampante, c'est-à-dire que les modalités de gestion et de management de ce qui est devenu une entreprise, à capitaux pour l'instant principalement publics, mais jusqu'à quand, eh bien, ressemblent étrangement à ce qu'on connaît dans le secteur privé commercial. Voilà, donc en s'appuyant sur toute une série d'enquêtes qui nous a permis de rencontrer finalement plus d'une centaine de postiers, soit des facteurs et des factrices de base, soit des responsables syndicaux, soit des managers, des responsables de la Poste, eh bien nous avons essayé de faire cette synthèse qui vous emmène dans ces coulisses du service public, en commençant par essayer d'expliquer justement en quoi consiste cette privatisation rampante du groupe de la Poste, puisque nous sommes maintenant devant un groupe aux multiples filiales, puisqu'il y a à peu près 30 à 40 000 personnes qui travaillent dans le groupe de la Poste sans avoir aucunement le statut de postier. Ce sont des travailleurs de secteur privé, ce sont même tout récemment des travailleurs ubérisés, c'est-à-dire des auto-entrepreneurs qui livrent par exemple des colis ou des repas dans certaines villes européennes. Donc on retrouve ce paradoxe, qui n'en est pas complètement un, de toutes ces entreprises anciennement publiques et qui ont multiplié les rachats d'entreprises privées pour croître, et souvent ces filiales privées leur font concurrence, une concurrence qui, comme très souvent, est fondée sur le dumping social finalement, et ça on le voit tout particulièrement bien dans l'activité des colis et de la logistique. Donc la première partie de ce livre consiste à restituer l'histoire de cette privatisation rampante du groupe La Poste, avec toutes les métamorphoses qui se sont produites du point de vue donc, des choix gestionnaires de la Poste. Ensuite, nous passons à
une description finalement de l'évolution très très profonde de ce métier de facteur, de cet emploi de facteur, dont je dis souvent qu'il est menacé par un spectre à deux têtes. Le premier spectre, c'est celui d'une disparition pure et simple du métier, compte tenu du fait que le courrier lettre diminue régulièrement depuis la numérisation des échanges avec l'arrivée d'Internet. Diminution des flux de courrier lettres qui n'est pas, loin de là, compensée par la croissance d'un segment de marché qui est lui-même par contre très dynamique, qu'il s'agit des colis, dont on a vu dans la toute dernière période la croissance importante stimulée par le confinement et la crise sanitaire par exemple, et la multiplication des achats en ligne. Donc ce métier, c'est d'abord le déclin des effectifs, puis c'est ensuite la fin du statut de fonctionnaire. C'est aussi, et ça on y a accordé beaucoup d'importance parce que finalement c'est une page de l'histoire qui est largement refoulée alors qu'elle est très récente dans l'histoire du groupe professionnel des facteurs, c'est sa féminisation. En fait, ce métier de facteur, l'emploi de fonctionnaire de facteur n'a été ouvert au concours aux femmes qu'en 1975. Et entre 1975 et 2000, eh bien, les femmes sont arrivées quasiment à parité avec les hommes dans ce métier. Et donc, on s'est pas mal interrogé sur les raisons pour lesquelles cette révolution silencieuse, comme on l'a baptisée, s'est opérée finalement dans une certaine invisibilité. Et notre hypothèse, c'est que finalement, les factrices se sont quand même beaucoup mieux adaptées à ce métier initialement masculin que dans d'autres métiers manuels d'exécution de type ouvrier, où elles ont été très souvent rejetées. Les hommes vivant comme une dégradation du statut professionnel, l'arrivée des femmes dans des métiers pénibles physiquement, là ça n'a pas du tout été le cas, et c'est tout à fait intéressant, et pour nous ça fait partie des ressources pour un autre avenir du métier. Voilà, sinon de manière assez classique, on continue à balayer les différentes facettes des transformations du métier, en particulier comment évolue le travail des facteurs, un travail qui est de plus en plus assisté par des algorithmes, et algorithmes qui sont largement utilisés pour diminuer l'emploi et faire pression sur les conditions de travail, pour allonger les tournées, pour diminuer les tournées, etc. Toute une série de tendances qui vont dans le sens de la dégradation de la qualité du service, dont se plaignent les facteurs qui disent très souvent ne plus reconnaître leur métier compte tenu des conditions dans lesquelles ils sont amenés à l'exécuter. Et puis dans la dernière partie du livre, on s'intéresse beaucoup à la conflictualité, puisque malgré les apparences, c'est un métier qui continue à être très engagé dans des actions collectives. Alors ce sont la plupart du temps des actions collectives de petits collectifs, c'est pour ça que ces actions sont largement invisibles du grand public, elles ne font pas la une des journaux, mais il y a toujours, depuis quelques années, de très très nombreux conflits sur tout le territoire, où les facteurs finalement défendent une certaine éthique de leur métier, défendent l'emploi et une certaine éthique de leur métier. On s'intéresse également à la manière dont ces enjeux de qualité du travail ont du mal à être négociés par les organisations syndicales. Et puis nous essayons de conclure sur un autre avenir possible du métier de facteur, dont une des conditions majeures, nous semble-t-il, serait que les facteurs et les postiers trouvent des terrains d'entente et des terrains d'action communs avec les usagers que nous persistons à désigner comme cela, puisque pour nous, il y a un avenir pour un service public postal qui ne serait pas enseveli dans une logique marchande et où toutes les personnes fragilisées, démonétisées, seraient finalement privées de ce service public, comme ils et elles tendent à en être privés pour d'autres services, comme on l'a bien vu récemment par rapport aux questions de santé, ou encore pour des questions d'éducation. Dans tous ces grands services publics, finalement, il faut bien voir la double face du problème, la dégradation des conditions faites aux travailleurs qui livrent ces services, et la dégradation du service offert aux usagers qui sont en droit de revendiquer un service public de nouvelle génération pour les années à venir. Merci.